Bonsoir à tous, encore une fois, à toutes et à tous. J'aborde ce soir un sujet que j'ai déjà abordé dans un webinaire précédent l'année dernière, mais comme c'est un sujet important, là, on l'aborde d'un angle différent. Je voulais surtout parler de la voie antérieure en 2021. Où en est-on? Quelles avancées on a? Comment cet outil peut nous servir pour offrir un meilleur résultat à nos patients? Alors, au-delà de la courbe d'apprentissage dont on parle tant, quand on arrive déjà quand on se rapproche au moins du plateau de cette courbe d'apprentissage, on commence à se soucier de quelques champs d'amélioration qui nous permettent de récupérer ces petits pourcentages ou ces petits dixièmes de pourcent pour arriver au meilleur au meilleur taux de réussite. Ces champs de focus sont surtout la diminution du taux de reprise, l'accélération du temps de récupération, permettre aux patients de récupérer au plus vite, et à moyen et à long terme, permettre à ce patient une reprise fonctionnelle optimale, normale ou quasi normale. Alors, je me suis posé la question, enfin, quels sont les champs d'amélioration qu'on a encore aujourd'hui? Bien sûr, c'est illusoire de penser qu'on peut arriver, que n'importe quel chirurgien peut arriver au bout de la courbe d'apprentissage. On a toujours quelque chose à améliorer, on a toujours des progrès à faire. Je rappelle quand même que la prothèse de hanche reste une des chirurgies, une des interventions en orthopédie qui connaissent un des meilleurs taux de réussite, avec des taux de satisfaction des patients qui sont très élevés. Donc, ça tourne autour des 90%. Et donc là, on est en train vraiment de chercher l'amélioration dans ce petit pourcentage de patients moins satisfaits qui restent. Alors, la réussite d'une intervention, n'importe quelle intervention, et d'autant plus pour une chirurgie majeure orthopédique comme la prothèse totale de hanche, pour moi, ça repose sur trois piliers principaux. C'est d'abord une bonne préparation de notre geste et de notre patient. Deux, c'est la chirurgie, la qualité de la chirurgie elle-même, du geste chirurgical. Et trois, c'est la récupération et la rééducation. Et je l'ai toujours dit, les kinés et le suivi médical en post-opératoire, ça pourrait même constituer la moitié carrément du travail. Donc, c'est tout aussi important que le travail du chirurgien. Alors, quelle préparation en 2021? Alors, déjà, j'ai un patient devant moi, j'ai l'iconographie. L'outil principal que j'ai entre les mains en 2021, c'est le digital, c'est tout ce qui est informatisé, tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Et donc, on commence de plus en plus et de manière accélérée à voir les applications de ce digital dans le milieu médical. On a toujours un peu de retard. Le médical a toujours un peu de retard avec la technologie, tout simplement parce que il y a toujours le côté scientifique à bien cerner et le côté éthique également. Donc, ça retarde un peu l'adoption des différentes solutions informatiques et technologiques. La planification digitale, comparée à l'ancien calcage sur radio en acétate, etc., ça a le mérite de nous offrir plus de précision. Déjà, rien qu'à la base, ça nous résout le problème de calibrage. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas, il y a 5 ans, 10 ans, on demande des radios à taille réelle d'un bassin. Le technicien de radio, en fait, il a les consignes de mettre le patient à telle distance, c'est 1 mètre et quelques du rayon, de la source de rayon. Et on considère, on admet que cette distance nous donnerait un grossissement de 100%.
Mais vous voyez bien qu'il y a quand même beaucoup d'approximations dans cela. Et le calibrage digital, donc vous allez voir comment, avec un repère de taille, nous a résolu ce problème de grossissement radiographique. Alors, sur l'image digitale elle-même, sur l'image à 100% réelle, nous, enfin, à la clinique des Lilas et Ovaldière, on a fait le choix du 100% digital, c'est-à-dire de faire les calques même digitalisés. Il y a encore quelques centres et pas mal de publications qui optent plutôt pour un calque physique, donc en plastique, sur une image digitale. Donc les chirurgiens posent son calque sur l'écran, sur l'image, pour faire sa planif. Le 100% digital, ça a pour avantage d'être reproductible, que ce soit surtout en intra-observateur ou en inter-observateur, et surtout, c'est quelque chose de transmissible. Ma planification, je peux l'enregistrer, je peux la partager avec les collègues, et surtout, je peux la garder pour plus tard. La planification peut également nous aider, ou elle nous aide souvent à anticiper certaines difficultés péropératoires. Je sais que voilà, j'ai telle morphologie du cotyle et donc je m'attends à avoir un tel défect au niveau de la paroi, au niveau de la profondeur du cotyle, etc., etc. Cette planification, si jamais je me retrouve en péropératoire pendant la chirurgie dans une situation où je dois sortir un peu de ma planification, au moins dans ma tête, dans la planification que j'ai réalisée, j'ai une référence, j'ai une base à partir de laquelle je peux sortir, je peux modifier, et ça me permet, par exemple, si à la planif, j'ai planifié des membres isolants et que je dois changer la taille de la tige, par exemple, je peux adapter mes choix d'implants pour rester justement en longueur égale des deux membres inférieurs, etc., etc. La planification également peut m'alerter en cours de chirurgie si je me retrouve avec une grande différence entre la planification et la réalité opératoire. Eh bien, c'est quelque chose qui m'alerte sur un éventuel problème, enfin, c'est quelque chose que j'aurais peut-être raté en cours de chirurgie. Et dernièrement, la planification, en fait, bon là c'est vrai pour la planification digitale ou par calque, ça aide surtout, c'est une facilité pour les équipes parce que tout simplement, l'IBOD, les infirmières, les gens qui préparent les paniers, etc., peuvent tout simplement préparer les tailles d'implants que j'ai prévues en gardant bien sûr une déviation standard, c'est-à-dire une variabilité, c'est-à-dire qu'on prépare la taille que j'ai planifiée, plus ou moins, donc plus une taille et moins une taille. Et ça permet souvent de réduire considérablement la taille des chariots et la quantité d'implants à préparer. Alors, ça ressemble un peu à ça. J'ai une radio donc de bassin de face. Bien sûr, très important de veiller à la qualité de la radio, ce qui n'est pas vraiment le cas ici, de la radio de bassin de face. Mais bon, ça, c'est une démonstration. Donc, on a toujours pour la planification digitale, on a ce repère de taille. Donc, c'est un objet, ça peut être une pièce de 1 euro, hein. C'est un objet dont on connaît la taille réelle dans la vraie vie. Et mon logiciel mesure automatiquement, donc il retrouve déjà l'objet, il le mesure et il fait l'adaptation donc pour me donner le grossissement par rapport à la réalité. Et puis, donc, ce logiciel également commence par me mesurer, par exemple, une éventuelle différence de longueur, comme dans ce cas, on a 8 mm de raccourcissement dû à cette arthrose. Du coup, je peux moi-même choisir le type d'implant et le positionner comme je trouve bon, en commençant en général par la cupule, donc par le cotyle. Puis, je positionne la meilleure taille de tige. On est là devant des implants press-fit, donc non cimentés. Et ça me permet aussi de mesurer donc surtout la différence de longueur et la différence d'offset, c'est-à-dire de latéralisation
du fémur et de l'appareil abducteur. Alors, ça, c'est pour la démonstration, mais très souvent, on est amené à faire la planification sur le membre sain, parce que c'est sur le membre sain que les repères sont exacts, et nous, on voudrait reproduire les données, c'est-à-dire le centre de rotation, la médialisation, latéralisation, etc., de la hanche saine. Donc, éventuellement, on ne ferait pas le calcage sur cette hanche-là, mais sur l'autre hanche qui est saine. Et puis, le logiciel a la possibilité, en fait, de réduire, comme là. Donc, là, c'est la tige non réduite. Et là, il me réduit la prothèse pour avoir une simulation de la radiographie finale, en fait. Et donc, il me donne également la différence de longueur. Là, par exemple, il m'indique que la jambe gauche est maintenant plus longue de 3 mm. Et il m'indique également de combien j'ai modifié l'offset ou la latéralisation. Alors, il y a certains cas où la réalité ne correspond pas tout à fait à la planification. Pourquoi? Parce qu'on a ce facteur-là qui est imprévisible ou qui n'est pas prévisible à 100%, qui est la variabilité péropératoire. C'est-à-dire, par exemple, pendant cette intervention, ça c'est un patient que j'ai opéré il y a 3 mois, vous allez le voir marcher tout à l'heure, en enlevant tout ce que vous voyez comme ostéophyte au niveau du cotyle, eh bien, je me suis retrouvé avec un cotyle qui ne tient pas de façon satisfaisante, avec une angulation, avec une inclinaison classique de 45 degrés. Et donc, j'ai été amené à le verticaliser un peu plus pour le faire tenir très solidement. Et donc, ça ne correspondait pas vraiment à ce que j'avais planifié. Moi, j'avais planifié une hanche, un cotyle à 45 degrés. Et donc, c'est pour dire qu'il y a toujours ce petit, l'apport des mains, des doigts du chirurgien et cette variabilité intraopératoire. Et ce qui fait que, tout simplement, le chirurgien, enfin, ça c'est un avis personnel aussi, vous me direz ce que vous en pensez, le chirurgien pourra certainement être assisté, amélioré par la robotique et par l'intelligence artificielle, mais il ne pourra jamais être remplacé parce que l'intelligence artificielle ne pourra pas réagir face à des imprévus comme ça, sur du tissu vivant en tout cas, et pas sur des voitures Audi. Alors, une autre utilité pour la planification digitale, c'est la vérification post-opératoire. C'est-à-dire, j'ai la radio de bassin de face en post-opératoire, je peux mesurer ce que j'ai fait, je peux vérifier si ce que j'ai fait correspond vraiment à la planification. Là, par exemple, je vois que la jambe gauche est 4 mm plus longue, donc à 1 mm près, ça correspond à ma planification. Pareil, l'offset, etc., la hauteur et tout ça. Je peux, par exemple, elle m'indique par exemple que ma tige ici, elle est en varus de 1 degré, ce qui est tout à fait acceptable. Et ça pourrait donc anticiper certains problèmes en post-opératoire plus tard avec le patient. Alors, en digital, beaucoup d'améliorations sont en cours de développement. Je vais en citer quelques-unes. Déjà, on a la possibilité maintenant de faire la planification en 3 dimensions sans forcément passer par le rayonnement d'un CT scan. C'est la technique EOS qui nous permet, avec un rayonnement de moins d'une radiographie, de planifier et d'avoir même une planification en trois dimensions. Et c'est quelque chose qu'on est en train de travailler actuellement. Et ça nous permet même de faire la planification digitale qu'on vient de voir tout à l'heure, et même de simuler carrément, l'amplitude de mouvement de la future prothèse. C'est-à-dire de voir combien cette prothèse, elle peut faire de flexion, combien elle peut faire d'adduction et à partir de quel mouvement elle serait amenée à se luxer, par exemple, ou à partir de quel mouvement elle serait limitée. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Ce serait génial de pouvoir vraiment prédire ça et donc adapter la position de nos implants en fonction.
Une autre technique digitale que j'ai trouvée très intéressante et qui est en développement également, c'est le image matching, c'est-à-dire que l'image de reconstruction 3D du scanner est ramenée par le logiciel qui la superpose à la radiographie péropératoire. Le logiciel retrouve quelques points de repère sur cette radio-là et il superpose le scanner. Il le tourne pour que ce soit à l'identique et ça nous permet justement de vérifier la position de notre implant pendant l'opération. Ici encore, on a toujours le désavantage d'avoir, de devoir exposer notre patient aux rayons à chaque patient, donc les rayons du scanner. Une autre amélioration qu'on est en train de développer également, qui est déjà connue pour le genou, c'est la navigation, c'est-à-dire la chirurgie assistée par ordinateur sur la hanche. Ça consiste, en bref, à mettre des repères de position sur le bassin et sur le fémur. Et puis, il y a un capteur, c'est ce petit robot-là qui ressemble à E.T., et qui repère donc les mouvements de la hanche et éventuellement du bassin pour justement nous dire dans quelle position implanter notre cotyle ou notre fémur. Même le porte-rap et les instruments qui portent les implants ont des capteurs et donc pareil, à chaque fois que je bouge, mon navigateur repère où j'en suis dans l'espace. Alors, je pose la question, maintenant c'est en grande poussée commerciale, mais pas autant en poussée scientifique. C'est quelque chose qui reste assez récent, c'est le bras robotique. C'est une version navigation plus. Donc c'est un bras qui guide, qui arrête la main du chirurgien en cours d'intervention, etc. Donc ça n'a pas encore été largement adopté, mais voilà, on se pose toujours la question, on essaie de regarder un peu ce que nous ramène la littérature et surtout le recul. Alors, comment on fait notre préparation, justement? Comme on l'a dit, la préparation, c'est le pilier numéro 1 d'une chirurgie réussie. C'est quelque chose qu'on oublie assez souvent et auquel on ne donne pas d'importance. Et justement, il y a 5% seulement des chirurgiens orthopédistes qui le prescrivent. C'est la préparation physique, c'est-à-dire la préparation musculo-squelettique, la préparation respiratoire et donc la préparation cardiaque en même temps. C'est-à-dire la mise en forme qui peut, musculo-squelettique, respiratoire et cardiaque, qui peut commencer jusqu'à 2 mois avant l'intervention. Et là c'est quelque chose de prouvé, surtout quand c'est couplé à de l'ergothérapie pour apprendre à utiliser les béquilles, le déambulateur, etc. C'est quelque chose qui améliore et qui accélère la reprise des activités en post-opératoire et qui permet aux patients de décoller beaucoup plus facilement. Alors, souvent, c'est des patients d'un certain âge qui sont souvent douloureux aux membres inférieurs, donc ils ne peuvent pas vraiment marcher, courir, etc. Et c'est là, en fait, le grand intérêt de la balnéothérapie ou même de ça. Donc, ça, c'est une machine qu'on appelle l'Alterg et on est content d'acquérir cette machine à la clinique des Lilas. C'est en fait une alternative à la balnéothérapie. C'est une grosse poche à pression positive qui soulève le poids du patient et donc qui permet de soulager jusqu'à 80% du poids du patient. Donc la personne qui est douloureuse à l'appui, là elle peut marcher, elle peut courir sur le tapis roulant sans l'effet de la gravité. C'est comme si on était dans l'espace. Et ça peut avoir vraiment un avantage très important chez des gens qui ont quand même une certaine hypotrophie musculaire par manque d'activité, etc. Alors, à part la préparation physique, la préparation médicale,
on est souvent devant des patients déshydratés, donc très important d'être très vigilant là-dessus, surtout chez les gens seniors et dans le cas de traumatologie, donc dans le cas de fracture. La deuxième chose, c'est que la chirurgie majeure s'accompagne certainement d'un certain état de dépression immunitaire. Et donc, ça a été prouvé pour les autres types de chirurgie, les chirurgies cardiaques, viscérales majeures, etc., que l'immunonutrition permettait de booster cet état immunitaire. Et donc, on a un produit qui est commercialisé en France et qui permet justement de donner un coup de pouce à cette immunité pour lutter contre les infections éventuelles, etc. Et troisième volet également, donc encore une fois, pour l'immunonutrition, on n'a pas d'études spécifiques de la chirurgie orthopédique, mais c'est quelque chose de vrai pour les autres types de chirurgie majeure, donc pourquoi pas pour la chirurgie orthopédique. Troisième chose, c'est l'apport préopératoire en glucides. Ça part du fait qu'on observe souvent une hyperglycémie assez importante chez nos patients en post-opératoire. Et donc, l'apport préopératoire immédiat en glucides sous forme d'apport IV, ça permet de stimuler la formation d'insuline en préopératoire. Et donc, le patient est opéré avec un stock d'insuline en numéral, enfin dans son sang, et donc de mieux contrôler cette hyperglycémie post-op. Et ça pourrait même, ça restera à démontrer, augmenter l'appétit éventuellement. Ce pic d'insuline pourrait améliorer l'appétit des patients en post-opératoire. Alors, un facteur que j'ai mis à part, au vu de son importance, c'est l'anémie préopératoire. 30% de nos patients seraient anémiques en préopératoire et on sait maintenant que c'est un réel facteur de mauvais pronostic. C'est un risque de morbidité et de mortalité qui est prouvé maintenant. Et donc, ça nous ramène à toujours nous rappeler bien sûr, de faire un dosage de l'hémoglobine, mais surtout de corriger les causes éventuelles d'anémie qui peuvent aller d'une simple carence en fer ou en vitamine B12 jusqu'à une pathologie un peu plus sérieuse. Et on a la possibilité alors de corriger en préopératoire ces carences ou bien de stimuler la formation ou la correction de cette anémie avec des protocoles qui sont maintenant bien établis d'érythropoïétine. Donc, on peut donner une fois par semaine dans les 4 semaines qui précèdent l'intervention. On peut même arriver à des transfusions préopératoires ou même à des transfusions autologues préopératoires. Entre parenthèses, pour l'érythropoïétine, il y a eu beaucoup de craintes là-dessus concernant les thromboses veineuses et on sait maintenant qu'il n'y a pas d'augmentation de risque de thrombophlébite avec l'érythropoïétine préopératoire. Alors, on passe maintenant au deuxième volet de réussite d'une chirurgie, c'est la chirurgie elle-même. Je ne vais pas reprendre ce qu'on a déjà évoqué avec notre webinaire précédent. Je vais tout simplement lister les quelques lignes où on sait maintenant que la voie antérieure est une valeur ajoutée, c'est-à-dire est une amélioration. La voie antérieure, maintenant, a des preuves solides. Là, j'ai tout simplement relevé depuis 2018. Là, j'ai 5 études de niveau de preuve scientifique 1. Donc, c'est le plus haut niveau, c'est des méta-analyses. Et donc, avec des méta-analyses d'études randomisées, etc. On sait maintenant que les preuves sont solides pour une meilleure récupération fonctionnelle, une récupération plus rapide pour la voie antérieure en post-opératoire immédiat, c'est-à-dire pendant les 3 à 4 premières semaines post-opératoires. On sait aussi qu'un deuxième avantage, c'est la diminution des douleurs et donc de la consommation dentalgique en post-opératoire immédiat. Pareil, les 4 premières semaines. Pour ça, on considère qu'on a maintenant assez de preuves, que les preuves sont assez solides pour confirmer ça.
Et la troisième amélioration, pareil, on a une multitude de publications là-dessus. C'est un risque de luxation qui est inférieur, notamment inférieur à la voie classique qui est la voie postérieure. Et donc, ça c'est le troisième avantage. Un quatrième avantage éventuel qui a pas encore autant de preuves solides dans la littérature scientifique, c'est la diminution de la durée de séjour. Mais bon, alors deux choses. Vous allez me dire que là, l'amélioration, elle est uniquement pendant les 3-4 premières semaines, et puis elle rejoint les autres voies d'abord. Mais en fait, c'est cette période-là, c'est la période immédiate qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire, c'est la période où je veux bien que mon patient soit pas douloureux. C'est là où il risque d'avoir mal le plus. C'est là où où le démarrage risque d'être le plus difficile. Donc, c'est vraiment la période la plus cruciale pour la récupération post-opératoire. Et ça a un corollaire logique, mais encore une fois non prouvé, serait une diminution de la durée de séjour. D'ailleurs, les essais de thèse de hanche en ambulatoire ont commencé avec justement avec l'avènement de la voie antérieure mini-invasive. Alors, ça c'est quelque chose de secondaire. Bon, est-ce que on a un avantage esthétique avec la voie antérieure? Ça, c'est au jugement de tout un chacun. C'est vrai qu'on on arrive souvent à faire notre prothèse de hanche avec des voies d'abord de 10 cm et c'est souvent caché par éventuellement le maillot de bain, etc. Donc ça, c'est quelque chose de secondaire. Mais j'aimerais bien en profiter pour rappeler que une chirurgie mini-invasive, c'est pas forcément proportionnel à la taille de l'incision. Quand on dit mini-invasif, ça veut dire qu'on est mini-invasif sur les structures nobles, notamment sur les muscles en dessous. Et c'est ça la définition même de mini-invasif. Donc, si on a une voie d'abord qui forcément traverse un muscle, par définition, c'est pas une voie d'abord mini-invasive. D'accord? Alors, en parallèle avec les avantages qui sont listés maintenant bien listés et bien prouvés dans la littérature, bon, ça c'est, j'ai récolté quelques retours d'expérience de nos propres patients. Donc ça, bien sûr, ça n'a pas de valeur scientifiquement parlant. C'est un peu retour d'expérience niveau 5. Mais ça, c'est quand même, ça correspond à ce que liste la littérature. Et donc, nos patients nous rapportent surtout qu'ils n'ont pas trop consommé de dentalgiques. Et le plus souvent, ils restent sur une consommation de paracétamol codéiné, pas plus que ça. Ils signalent surtout des douleurs légères à modérées au début de relèvement de la cuisse, c'est-à-dire à l'initiation de la flexion, et également surtout au passage de la position assise à la position debout. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend assez fréquemment après une prothèse de hanche, et c'est quelque chose qui disparaît très graduellement, que ce soit en intensité ou en fréquence. Nos patients nous rapportent pas ou peu de douleur à l'appui, c'est-à-dire à la marche, il nous rapporte souvent cette sensation de hanche ou de cuisse serrée, c'est-à-dire que c'est comme s'il y avait quelque chose qui serrait autour du site opératoire, chose qui disparaît progressivement et qui est un peu classique après n'importe quelle intervention. Et voilà, vous allez voir dans ces vidéos, et c'est vrai pour une bonne partie de nos patients, on a quand même une certaine obliquité du bassin et de la marche au moins dans les quelques jours suivant l'opération. Là, par exemple, c'est un patient de 75 ans. Là, vous le voyez, le soir même de l'intervention. Levez-vous, monsieur, il se lève. Je lui demande de prendre son déambulateur. Il le met de côté et il y va. Donc forcément là, je rouspète, et donc dans le couloir, je l'oblige quand même à reprendre son déambulateur. Et c'est là, vous voyez, la prothèse, c'est du côté droit. Donc on voit quand même qu'il traîne un peu son pied droit, mais voilà, il marche sans difficulté.
C'est un patient donc qui est sorti le lendemain de l'opération. Et c'est là quand même où il faut vraiment essayer de faire peur un peu aux patients et de les freiner un peu, parce que c'est avec l'excès de confiance qu'ils peuvent avoir des accidents. Surtout que forcément, même après une chirurgie mini-invasive, sans section musculaire, etc., on a quand même un certain relâchement des muscles autour du site d'intervention, et on a également un dérèglement des récepteurs, des propriorécepteurs autour de l'articulation, qui font qu'on a quand même un risque assez augmenté de chute ou de trébucher, quoi. Donc, c'est là où il faut vraiment arriver à freiner ces patients et leur dire que, voilà, n'y allez pas trop vite non plus, on risque d'avoir des ennuis. Là, c'est un deuxième patient, 52 ans cette fois. C'est un camionneur, donc assez costaud, avec une séquelle d'ostéochondrite. C'est la radio que vous aviez vue au début de cette présentation, la séquelle d'ostéochondrite à la hanche gauche. Et voilà, à un mois de l'intervention, le patient marche sans problème, sans canne. En général, les patients abandonnent ou demandent à abandonner leur canne ou leur déambulateur à 2 semaines post-opératoire. Mais pareil, souvent on les oblige à garder ça le temps que vraiment le contrôle musculaire soit complètement rétabli. Alors, c'est la voie antérieure de la hanche. Bon, c'est pas l'Eldorado. Ça n'existe pas en médecine. Comme vous êtes tous des professionnels, vous le savez déjà. On a certainement des limitations. Et on a probablement tous eu ce problème-là, surtout dans les quelques premiers cas de voie antérieure. C'est cet effilochage du tenseur du fascia lata. Je vous rappelle, le tenseur du fascia lata, c'est ce petit muscle-là, d'accord. Et c'est ce muscle-là qu'on récline en latéral pour accéder à la hanche. Alors souvent, avec l'entrée et la sortie des instruments, des wraps qui sont assez agressives, etc., avec l'écartement surtout, on peut avoir un effilochage d'une petite partie ou jusqu'à la moitié du tenseur du fascia lata, ce qui peut s'accompagner plus tard d'une dégénérescence graisseuse de ce muscle-là. Alors, on sait que ça peut retarder légèrement la vitesse de récupération en post-opératoire immédiat, mais à moyen et à long terme, ça n'a pas d'impact sur le score fonctionnel. Donc ça, c'est quelque chose de bien établi. Là, je vous montre ces IRM-là en post-opératoire. Les 2 IRM du haut, c'est avec une technique de protection du tenseur du fascia lata avec un lambeau de capsule. Donc, on voit qu'en post-opératoire, on a quand même un tenseur de fascia lata qui est bien conservé. Et là, c'est sans protection. Vous voyez comment le tenseur du fascia lata est œdémacié, il est plus élargi. On a déjà une certaine involution graisseuse. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est assez énervant pour un chirurgien de voir ça, en fin de chirurgie. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'améliore en fait avec au fur et à mesure qu'on avance dans la courbe d'apprentissage. Une autre limitation de la voie antérieure, c'est l'extension de la voie d'abord. Si je suis amené pour fissure, pour fracture, pour une fémorotomie, pour une ablation d'anciennes tiges de prothèses, etc., l'extension de la voie d'abord n'est pas en ligne avec la voie d'abord antérieure. Ici, là, se situerait ma voie d'abord antérieure. Et si j'ai besoin de m'étendre sur le fémur, d'exposer mon fémur du grand trochanter jusqu'en diaphysaire, ce serait par là. Si jamais j'étends en ligne, donc c'est-à-dire comme ça, j'ai des branches nerveuses qui énervent notamment de bonnes portions du quadriceps que je risque de sectionner. Donc, de 2 choses l'une, soit je continue comme ça, mais à condition de disséquer les branches nerveuses, de les écarter, etc. Donc, ça risque d'être bien chronophage, ou bien carrément de faire une contre-incision latérale. C'est ce qu'on fait pour la plupart d'entre nous pour accéder au fémur, donc une incision latérale classique.
Voilà, on a quand même une extension en S, en lazy S de Decrypt, donc en S comme ça, pour rejoindre les deux. C'est un peu moins esthétique, mais ça existe également. Alors, une autre limitation aussi qui risque d'être assez importante avec la voie antérieure, c'est l'accès à la hanche qui peut être limité dans les grandes reprises, notamment pour le fémur, dans les grandes reprises de PTH et les grandes dysplasies, pardon, il manque un S, les grandes dysplasies de la hanche, surtout quand c'est des hanches dysplasiques, donc luxées dans le bassin. C'est là où la voie antérieure peut être quand même plus limitée que la voie classique, qui est la voie de Moore, qui nous ouvre l'autoroute sur le bassin et sur la partie latérale du fémur. Mais sachez que les gens qui sont bien aguerris depuis, je cite par exemple Monsieur Laude, qui est bien aguerri à la voie antérieure, qui est un des promoteurs d'ailleurs. Il fait quasiment toutes ces reprises de hanches par voie antérieure. Donc voilà, à chaque choix, ses avantages et ses inconvénients. Un quatrième désavantage éventuellement de la voie antérieure, mais c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus rarement, c'est même devenu très très rare, c'est les paresthésies au niveau du nerf cutané superficiel. C'est avec la technique modifiée maintenant qu'on appelle uréter gain, dans laquelle on passe dans la gaine du tenseur du fascia lata, on voit vraiment exceptionnellement des douleurs liées à un étirement de cette branche nerveuse. Alors, passer donc la chirurgie, globalement, je voulais évoquer cette notion-là. Ça me rappelle un peu les jeunes chirurgiens les chirurgiens abdominaux, viscéraux, urologiques, etc., qui ont été formés immédiatement à la chirurgie laparoscopique, donc par vidéo, sans être passés du coup par la chirurgie à ciel ouvert, qui est un peu désuète, qui est un peu dépassée, et qui peuvent se retrouver en difficulté parce que parfois on est amené à ouvrir, on est parfois amené à faire la chirurgie à ciel ouvert. C'est un peu c'est un peu comparable avec la voie antérieure et la voie postérieure de Moore. À mon avis, il faut bien maîtriser la voie postérieure avant de faire le pas et avant d'avancer vers la voie antérieure. Je sais que ce que je dis provoquera certains de mes collègues, mais je pense que c'est important d'apprendre à être chirurgien circonférentiel, c'est-à-dire de savoir aborder la hanche par en avant, par en latéral et par en arrière, pour être à l'aise face aux difficultés éventuelles. La voie antérieure n'est pas un dogme, c'est-à-dire qu'il faut bien savoir et avoir le courage de sélectionner les patients et de se dire voilà, tel patient n'est pas vraiment adapté à une voie antérieure, ou bien avec tel patient, je risque d'avoir plus de complications avec une voie antérieure. Donc, une sélection des patients s'impose, notamment chez les patients très musclés, les patients très obèses, les patients qui ont une coxa-vara, etc. Bon, ça, c'est pas forcément une obligation, mais le fait de maîtriser la voie antérieure avec table orthopédique, avec table de JD ou sans table de JD, c'est un avantage également parce que chaque technique a ses avantages. Et il faut surtout savoir s'étendre et tendre son abord vers le bassin éventuellement, donc plus loin que cette cavité cotyloïdienne qu'on a juste en face de soi. Si on a une fissure, un craquement qui s'étend vers le haut, il faut savoir le maîtriser et le traiter. Et pareil pour le fémur. Donc, c'est le concept du chirurgien circonférentiel polyvalent que je voulais évoquer devant vous dans cette présentation. Un autre sujet, ce sera mon point final, et qui fera éventuellement l'introduction à un éventuel webinaire futur,
c'est quelque chose d'actualité maintenant, avec beaucoup de travail, beaucoup de recherches là-dessus. C'est la relation entre le rachis, la colonne vertébrale, et le bassin, qu'on appelle souvent la dernière vertèbre, et les hanches. On sait maintenant, c'est une certitude que ils sont liés entre eux, et c'est là où la voie antérieure justement peut avoir un grand bénéfice, notamment chez les sujets âgés qui ont le dos enraidi et qui donc n'ont pas la bascule physiologique du bassin entre la position debout et la position assise, comme vous pouvez remarquer sur ces deux clichés-là. Et donc, chez ces sujets-là, on peut avoir un risque accru de luxation postérieure. Et donc, le chirurgien ne serait pas tout aussi serein avec une voie postérieure chez ce genre de patients qu'avec une voie antérieure. Quand je demande à un de mes patients opéré par voie antérieure, une dame de 90 ans, je lui demande de s'asseoir ou que je pense qu'elle va s'asseoir dans son fauteuil, qu'elle va s'enfoncer dans son fauteuil chez elle, je suis beaucoup plus serein quand j'ai abordé par voie antérieure parce que je sais qu'il faut quand même des mouvements, un mouvement très extrême d'extension de la hanche, chose qu'on fait très rarement, pour luxer sa prothèse, comparé à la prothèse par voie postérieure où il faut une flexion un peu excessive et une adduction pour se luxer. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez. C'est là où la voie antérieure peut avoir quand même un net avantage. Je vous illustre un peu dans cette petite animation la bascule postérieure du bassin qui se fait en changeant de la position debout à la position assise. Donc, vous voyez là la différence de la pente sacrée entre debout et assis. Et donc, ça va changer mon antéversion du cotyle, et donc de ma cupule prothétique. Et également, ça va changer toute la conformation musculaire, etc. Et donc, la stabilité de ma prothèse. D'autres personnes, donc notamment, j'ai déjà expliqué, d'autres personnes auraient beaucoup moins de bascule postérieure et donc le cotyle est moins antéversé en s'asseyant et c'est là où, par exemple, la prothèse est plus à risque de se luxer en arrière. Et bon, ça c'est juste une notion, une introduction, et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler en détail plus tard parce que c'est réellement un sujet passionnant. C'est un mélange d'ingénierie et de médecine et de chirurgie. Alors, je clôture en vous listant les messages à retenir. Pour la préparation chirurgicale, donc le premier pilier de succès d'une chirurgie, il faut savoir utiliser les moyens technologiques qu'on a entre les mains, mais uniquement après les avoir domptés. La technologie, c'est quelque chose de magnifique. On a des outils sublimes en ce moment entre les mains, mais ça peut souvent aussi nous induire en erreur parce que la technologie, elle aussi, a beaucoup de failles et il faut savoir vraiment la dompter avant de l'adopter scientifiquement. Très important, c'est la notion d'optimisation physique préopératoire. On n'est pas bon en tant que chirurgien orthopédique. Je vous rappelle qu'on est juste 5% à le prescrire en préopératoire, donc on peut s'améliorer là-dedans. L'optimisation médicale préopératoire est également importante. La voie antérieure, maintenant, on sait que la voie antérieure est meilleure pour les douleurs en post-opératoire immédiat, pour la reprise fonctionnelle en post-opératoire immédiat et très probablement pour le risque de luxation. C'est une technique qui connaît, comme tout en médecine, bien sûr, qui connaît de plusieurs limitations. Elle est loin d'être parfaite. Donc, c'est à mesurer, c'est à consommer avec tact et mesure. Elle n'est pas adaptée à 100% des patients. Et finalement, donc, on a évoqué la notion de chirurgien circonférentiel et polyvalent pour permettre d'offrir à nos patients la meilleure solution possible et la meilleure prise en charge. Et
une petite introduction, une petite notion à la relation biomécanique entre la colonne vertébrale, le bassin et les hanches. C'est une notion qui va connaître beaucoup de publications dans le futur, très probablement, et encore une fois, qui est un sujet réellement passionnant.